Donc au-delà des aspects techniques, pour une fois, nous avions souhaité accueillir des personnes qui ont fait cette démarche de faire une grossesse pour autrui à l'étranger, d'avoir un enfant comme mère célibataire à l'étranger, et puis les enfants aussi qui sont issus de ces différentes techniques et d'avoir leur point de vue, leur expérience, leur cheminement pour essayer un peu de comprendre et d'appréhender les problématiques de ces couples, de ces enfants, et puis discuter avec eux, avoir l'occasion finalement de partager des choses que nous n'avons pas eu l'occasion de faire, puisqu'on a souvent parlé de ces problématiques en présence de médecins, de techniciens, de biologistes, de juristes. Et donc aujourd'hui, j'espère qu'on va pouvoir partager autrement ces questions. Alors, je présente Dominique Ménesson, qui est ingénieur dans le sport automobile et qui, avec son épouse, a eu recours à la gestation pour autrui en Californie en 2000, avec la naissance de jumelles. Il y a eu un combat juridique que je vous laisserai tout à fait décliner si vous le souhaitez. Et finalement, ils ont créé une association qui s'appelle CLARA, Comité de soutien pour la légalisation de la GPA et l'aide à la reproduction assistée. Nous avons également Anne-Sophie Dupéré, qui est une maman célibataire d'une petite fille de 2 ans et demi, qui a été conçue par PMA au Danemark. Et elle a cofondé l'association Maman & Solo, qui organise les moments d'échange entre mamans et futures mamans solo, et qui milite pour l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Nous avons Audrey et Arthur Kermalvezen, qui sont cofondateurs d'une association qui s'appelle Origine. Et Audrey est avocate en bioéthique. Et puis Laurence Brunet, qui est juriste, donc c'est la seule juriste à cette table, mais qui connaît parfaitement bien cette question, qu'il a étudiée sous toutes ses formes, qui est juriste, chercheuse associée à l'Institut de sciences juridiques philosophiques de la Sorbonne, et qui a été chargée au Centre d'éthique clinique de l'hôpital Cochin, où elle exerce depuis 2018 des fonctions similaires à un autre centre de référence des maladies rares. Elle a été l'auteure du recours transnational à la reproduction assistée avec don, perspective franco-québécoise et comparaison internationale, ce qui va être fort passionnant. Donc pour commencer, je laisserai la parole à Dominique Ménesson pour ouvrir la présentation. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup à toute l'équipe du forum mené par le professeur Nizan de nous accueillir ici, dans ce lieu de débat toujours très positif et constructif. J'espère que ce sera aussi le cas aujourd'hui. Donc moi, je vais vous parler de l'expérience des familles GPA. Et tout d'abord, commencer par un petit rappel, c'est qu'en fait, dès qu'on parle d'assistance médicale à la procréation, en fait, le point de départ, ce sont des personnes, donc généralement des couples, mais quelquefois des personnes en solo, qui souffrent de ne pas pouvoir avoir d'enfants sans l'aide médicale et souvent aussi l'aide d'un tiers donneur, donneur d'un don de gestation ou de gamètes. Et c'est important de le rappeler, il y a cette souffrance à la base, et cette souffrance, elle est très grave, elle mène à la dépression, des fois au suicide, et souvent elle est caricaturée par les contradicteurs, les opposants à toutes ces techniques d'assistance médicale à la procréation, comme étant des caprices. Moi, je peux vous dire que quand des femmes souffrent pendant 10 ans de fausses couches, ou quand d'autres naissent sans utérus, ou quand d'autres font des fausses couches à répétition, ce n'est pas un caprice, c'est quelque chose qui a un coût psychologique et aussi pour toute la société. C'était chiffré par des études danoises notamment. Donc il faut se pencher sur cette question qui n'est pas légère, elle est très très importante. Évidemment, nous sommes tous des grands défenseurs de la liberté de reproduction, c'est-à-dire c'est le droit à la contraception, mais aussi c'est la question de l'accès à l'AMP. Et justement, en France, nous sommes dans une société particulièrement injuste, puisque certaines formes d'infertilité sont soignées, comme par exemple le déficit de sperme,
les problèmes de circulation des embryons dans les trompes de Fallope, et ainsi de suite. Mais certaines autres formes ne sont pas soignées, ne sont pas reconnues par la loi française. Je pense notamment l'AMP pour les couples de femmes, pour les femmes seules, ou évidemment la gestation pour autrui. Ce qui est embêtant dans le débat actuel pour tous ces couples qui en souffrent et qui font un long travail de renseignement pour savoir ce qu'il est possible de faire, ils constatent que de l'autre côté de la frontière, ces techniques sont tout à fait ouvertes et reconnues et ne sont pas stigmatisées. Et ce qui est particulièrement insupportable dans le débat, c'est qu'en fait, les opposants à l'ouverture de ces techniques en France utilisent comme technique de stigmatiser à la fois ceux qui ont recours et ces techniques. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai bien pris soin de vous expliquer la souffrance de ces personnes, mais ces personnes qui ont recours à ces techniques diabolisées sont présentées comme des personnes capricieuses qui hésiteraient entre acheter un chiot et acheter un enfant, et je vous en passe. Ou alors on explique que ces techniques seraient de l'esclavage, donc des opposants ont ouvert un magasin de vente d'enfants. Ils n'arrivaient pas à faire la preuve que ces techniques diabolisées ne sont pas diaboliques, alors ils inventent une nouvelle réalité. Donc pour les couples de notre association, donc 2500 qui ont eu recours à la GPA, donc 750 enfants, ça s'appelle une double souffrance. C'est-à-dire que non seulement vous souffrez de l'infertilité, mais en plus vous devez entendre des personnes qui ont un discours de haine, qui ne repose sur rien, et qui viennent empêcher qu'en France soit légalisée la GPA ou que soient reconnus les enfants nés par GPA. Donc ça, c'est aussi un point de départ du débat qui est assez pollué par cette stigmatisation qui empêche le débat. Alors, qui sont ces familles nées par GPA ? Je vais vous parler de ces familles de notre association. Donc, ce sont des personnes qui, après s'être longuement renseignées, souvent pendant plusieurs années, donc vont arriver à la conclusion qu'il est possible de faire des parcours respectueux et qui vont se rendre alors à 99% aux États-Unis ou au Canada pour faire des GPA, parce que dans ces pays, le cadre est protecteur et respectueux, et les conditions aussi, je ne détaillerai pas maintenant, mais de droit du sol, donnent une sécurité juridique pour les enfants. Ces personnes donc se choisissent mutuellement avec une gestatrice qui va porter leurs enfants, et c'est très important de parler de choix mutuels, puisque c'est se mettre d'accord sur des valeurs, sur un projet, le faire. Le processus de GPA, ça repose sur la fécondation in vitro. Vous connaissez à peu près les taux de réussite. Ça veut dire qu'il y a plus de chances que ça ne marche pas du premier coup qu'autre chose. Donc souvent, il faut recommencer. C'est quelque chose qui est très éprouvant à la fois pour les futurs parents, mais aussi pour la gestatrice, de vivre cette incertitude. Donc tout ce processus est assez compliqué. Il y a ce choix mutuel pour partir ensemble et pour aussi se mettre d'accord sur comment seront les rapports après la naissance, ce qui est très très important, puisque un autre point important dans la GPA que l'on dit éthique, c'est le relationnel. Et pour nous, dans toutes les familles de notre association, il n'est pas concevable de ne pas continuer à avoir des relations entre la famille formée grâce à l'aide de cette gestatrice et cette gestatrice. Pour nous, ces parcours qui ont permis de devenir parents sont des parcours extrêmement valorisants, et on est reconnaissant envers les personnes, et en premier lieu la gestatrice qui a porté nos enfants. Donc on a cette reconnaissance et on souhaite lui exprimer cette reconnaissance, d'une part, au cours de notre vie de famille, et aussi que nos enfants puissent lui parler librement et lui poser toutes les questions qui pourraient leur venir. Donc c'est pour ça que dans les familles GPA, on continue de garder des relations avec les gestatrices, et cela suppose aussi, dès le départ, de s'être choisis mutuellement et d'être mis d'accord pour continuer d'avoir des relations. Et évidemment, ça suppose qu'il n'y ait pas d'anonymat, ce qui est un changement culturel par rapport à la France, où les tiers donneurs sont anonymes. Donc j'en reparlerai plus tôt. Après, concernant
les enfants qui sont nés par GPA. Donc maintenant, la première GPA, ça date de 84. Les premiers Français qui ont été faire des GPA aux États-Unis, c'est en 91. Ce n'est pas nous. Mais en 91, ils n'étaient pas pourchassés. C'est depuis seulement 2000. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des enfants aujourd'hui qui ont, si vous faites bien le compte, 35 ans. Mais il y en a très très peu. En fait, les premiers qui s'expriment, c'est ceux qui ont vécu, je dirais, les tentatives de discrimination depuis l'an 2000. Et donc, ce sont des enfants qui ont 18 ans et quelques. Notamment nos deux filles, puisque Valentina vient de sortir un livre pour exprimer justement la position. Alors, que disent ces enfants? Ce qui est intéressant, c'est que si 99% des parents l'expliquent à leurs enfants, il y a quand même toujours le 1% de personnes réfractaires. Et lors d'un TPE, vous savez, en première, il y a des travaux pratiques sur des sujets. Et on a eu une fille qui a voulu faire son TPE sur la GPA, et on en a profité pour aller interroger les enfants. Et donc, le message qui ressortait sur des enfants qui ne l'avaient su qu'à l'âge de 8 ans, c'est qu'ils étaient vraiment en colère que les parents ne l'aient pas dit. Et tous les autres expliquaient, au contraire, qu'ils étaient fiers et qu'ils l'avaient toujours su. Et donc, au final, même les personnes qui avaient eu cette révélation tardive, quand on leur demande elles-mêmes d'expliquer leur famille, elles n'ont jamais la moindre difficulté. Au contraire, c'est extrêmement clair dans leur tête. Et là, j'insiste, un point qui est très important. Dans ces GPA relationnels, vous avez donc des personnes qui aident, donc une femme qui porte l'enfant. Des fois, vous avez aussi un don de gamètes, donc vous avez un donneur de sperme, c'est assez rare, mais ça existe. Vous avez des fois une donneuse d'ovocytes, et ça existe. Mais ces personnes-là sont reconnues en tant que telles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le débat, on parle de souffrance d'enfant ou autre. Elle n'a jamais été démontrée, bien au contraire. Toutes les études démontrent le contraire. Mais surtout, il y a une confusion du vocabulaire où on n'arrête pas de vouloir accoler le mot père et mère à des personnes qui n'ont jamais voulu être considérées comme telles, qui dans les faits ne le sont pas et qui ne sont pas perçues comme telles par tous les membres de la famille. Donc, à l'évidence, il y a un gouffre entre le débat public et les peurs qui sont agitées et la réalité des choses. Donc c'est pour ça qu'il est, me semble-t-il, extrêmement important que les personnes concernées, et non pas des experts d'opérette qui parlent de choses qu'ils n'ont jamais vues, qui délivrent en fait des messages de haine pour la plupart, donc ces personnes-là, ceux qui l'ont vécu, s'expriment et utilisent leur représentation, leur vocabulaire, leurs expériences pour faire partager et faire comprendre, même si c'est difficile à dire, à la fin, de terminer ces phrases par « je suis normal », mais qui est bien ce partage et cette compréhension. Et c'est ce qu'on voit arriver dans l'évolution du débat public et du débat politique. C'est que je me rappelle, en 2007, ma femme a été dans un débat organisé par l'agence de biomédecine, et elle levait sa main pour parler de GPA, et on lui dit « mais madame, vous n'y pensez pas, on a déjà traité le sujet. Ce n'est plus un sujet, il n'existe plus. » Et ma femme avait répondu « ah bon, alors les enfants nés par GPA, les familles nées par GPA n'existent pas. C'est ça que vous êtes en train de me dire. » Et elle n'avait pas pu continuer. Et là, vous voyez la différence. À l'Assemblée nationale, des enfants devenus adultes nés par don ont pu s'exprimer. Des enfants devenus adultes nés par GPA ont pu s'exprimer dans un colloque. Et dans les émissions télévisuelles, aussi ces personnes s'expriment, les familles s'expriment. Et du coup, le rapport de la mission parlementaire fait des propositions sur l'accès aux origines, sur la reconnaissance des enfants nés par GPA, qui est un très grave problème de discrimination. Et donc, on a une évolution. Et aujourd'hui, nous sommes là devant vous et on va en débattre. Et ça fait partie de cette évolution où on essaye de prendre en main notre avenir. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Merci. 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 Par rapport à
à la loi justement qui va simplifier la filiation des enfants issus de GPA, alors que la GPA reste toujours interdite en France. Quel effet ça fait? Parce que je trouve que c'est un peu bizarre, en fait, de à la fois les reconnaître comme tels et en même temps continuer à l'interdire en France. Alors, on entend souvent ça, c'est même des fois nettement plus vicieux, c'est-à-dire qu'en fait, le principe, c'est on va punir les familles nées par GPA en privant leurs enfants de droits, comme ça va dissuader les enfants, les parents de recourir à la GPA. Inutile de vous dire que c'est totalement illusoire. Des couples infertiles dans la souffrance, vous ne les arrêterez pas. Ils préféreront avoir encore des filiations bancales avec des enfants que pas d'enfants du tout. Donc, on s'honorerait en France de faire exactement comme tous les autres pays en Europe qui ont compris que ça ne servait à rien de discriminer les enfants nés par GPA pour mener une politique assez stupide de dissuasion envers la GPA. Tout comme le passé nous renseigne que ce n'est pas en discriminant les enfants naturels vis-à-vis des enfants légitimes qu'on a fait reculer l'adultère et fait progresser le nombre de familles qui faisaient des enfants dans le cadre du mariage. Donc pour moi, en fait, il n'y a pas une contradiction à faire cette reconnaissance, il y a une absurdité, une violation des droits fondamentaux à vouloir punir les enfants pour dissuader du recours à la GPA. Merci. On va donner la parole à Anne-Sophie Dupéret qui a eu un enfant et on a peu l'occasion d'ailleurs d'entendre parler les femmes célibataires qui font cette démarche. Merci beaucoup. Et c'est vrai que voilà, les femmes seules se sont peu exprimées sur ces questions-là. Donc on essaye de faire un peu entendre notre voix au moment où les choses sont en train de changer. Du coup, je me propose de vous raconter mon expérience. Je suis la mieux, peut-être c'est ce dont je peux le parler le mieux. D'aussi loin que je me souvienne, je crois que j'ai toujours voulu être maman. Vous savez, on a des choses comme ça en soi. Toute petite, mon petit frère, j'étais très proche de lui. Ma maman me disait, ce n'est pas ton enfant, c'est ton frère, c'est mon bébé. Donc voilà, j'avais ça en moi de vouloir être maman. Et j'ai toujours imaginé ma vie. Je pensais que j'allais me marier. Enfin, je rêvais. Voilà, c'était le rêve que j'avais pour moi, c'était de me marier, d'avoir des enfants. J'en voulais 4. J'ai 3 frères. Je trouvais ça génial. Je voulais la même chose. Voilà. Mais bon, la vie, on le sait tous, ne nous réserve pas toujours exactement ce qu'on s'était attendu à avoir. Et je me suis retrouvée à 35 ans, célibataire, avec quelques belles histoires d'amour, mais qui n'avaient pas pu permettre de concrétiser cette volonté d'avoir un enfant. Et j'ai dû me poser cette question parce que je me rendais compte qu'en fait ma relation à l'homme commençait à être biaisée puisque j'avais cette urgence de l'horloge biologique en moi et du coup j'étais plus naturelle en fait. Je cherchais un père absolument et on n'est pas naturel dans ces conditions-là. Du coup je me suis posé cette question, je me suis dit mais alors qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux respecter ce que j'avais toujours voulu pour moi, faire les choses dans l'ordre au risque de ne jamais être maman? Ou est-ce que je vois les choses autrement et je me dis finalement je fais un enfant seul et peut-être que l'homme, le papa, je le rencontrerai après. Autant vous dire que je ne me suis pas décidée en 1 heure, ni en 2 jours, ni même en 1 mois. J'ai commencé à lire, à beaucoup lire. Donc j'ai lu des livres de sociologues, des livres de psychologues, des livres de philosophes. Je suis même allée voir une psychologue. Je voulais être sûre que ma démarche était une démarche profonde, que je n'étais pas influencée par les dictats de la société. Et donc j'ai beaucoup lu. J'ai trouvé des études, beaucoup d'études, qui disent en effet que ce qui compte, ce n'est pas le format de la famille, mais c'est la qualité des interactions qu'on a avec les enfants. Et là, malgré tous les doutes qui étaient encore les miens, je me suis dit, c'est plus fort que moi, il faut que je le fasse, j'ai ça en moi et je suis faite pour être maman. J'ai donc pris la décision d'y aller. Et là est arrivé un deuxième questionnement très long. Je me tourne vers Arthur, vous allez savoir pourquoi. C'était en fonction des pays, vous pouvez choisir un donneur ouvert qui accepte que l'enfant le rencontre à sa majorité. Et donc là, encore grand questionnement, est-ce que je reste sur un donneur anonyme, ce qui est plus simple à expliquer à l'enfant, au moins je ne m'embarque dans rien, ou est-ce que je lui permets de pouvoir rencontrer le donneur? J'ai lu à nouveau beaucoup de choses, et à l'époque, on en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui, j'ai trouvé le témoignage d'Arthur, qui a été pour moi très fort, puisque ce qu'il expliquait, c'est que oui, ses parents étaient les siens, mais que par contre, il avait ce besoin de savoir quelles étaient ses origines biologiques. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais offrir ça à mon enfant, cette possibilité-là, s'il le souhaite, à ses 18 ans. Je suis donc partie au Danemark, puisque là-bas, on peut choisir, et donc j'ai choisi un donneur ouvert. J'ai fait une FIV, ça n'a pas marché la première fois, ça a marché la seconde. Et voilà, et je suis aujourd'hui l'heureuse maman d'une petite fille de 2 ans et demi,
Et je pense que je peux vous dire qu'il n'y a pas un seul jour qui passe sans que je me dise que j'ai pris la meilleure décision de toute ma vie ce jour-là. Elle va bien, elle va très bien. Tous les doutes qui étaient les miens sont devenus, je dirais, mes points d'attention. C'est-à-dire que oui, les figures masculines, je fais attention à ça. Alors j'ai 3 frères, je vous le disais, donc elle est très très proche d'eux et ils sont très proches d'elle. Je fais attention également à l'altérité. J'ai une vie sociale qui est très riche, comme beaucoup des femmes, des mamans solo comme moi, donc elles voient beaucoup de gens. Je fais attention, je crois que mon point d'attention le plus fort, c'est de ne pas être fusionnelle avec elles, puisqu'il y a un risque qui est encore plus fort que dans un couple traditionnel. Et j'applique le conseil que m'avait donné ma psy. Elle m'avait dit que mais vous pouvez faire un enfant seul. Elle dit il y a une seule chose qui est importante, qui est d'ailleurs importante pour tous les couples, mais encore plus pour les parents seuls, c'est de ne pas faire peser votre bonheur sur ses épaules. Et elle dit quand on est seul, il faut y faire encore plus attention. Et donc concrètement ça passe, je lui dis quand je sors le soir, je lui dis écoute, maman va s'amuser avec ses amis, amuse-toi bien avec la babysitter, vous lisez, vous allez jouer, moi je vais m'amuser avec mes amis. Je lui raconte aussi ma vie au travail. Je lui raconte pas encore tout à fait ce que je fais avec mon association Maman Solo, puisque ça impliquerait de lui dire que tout le monde n'est pas encore d'accord et que donc la façon de l'avoir fait n'est pas encore reconnue. Et c'est justement une autre chose qui est importante pour moi, c'est que je lui dis, elle sait depuis le début, donc je lui explique avec des mots simples. Je lui explique déjà, puisque déjà à la crèche, certains enfants demandent « mais il est où ton papa ?» Et donc j'explique qu'elle n'a pas de papa, que je suis allée chercher une graine, qu'un donneur a accepté de donner des graines. Donc ça, elle le sait déjà. Et il y a cette importance de la bienveillance autour de nous qui fait partie des motivations pour moi de m'être engagée dans l'association Maman Solo, qui est de dire... Aujourd'hui, et ça je me souviens que Fiorella, ta fille Dominique, l'avait très bien dit aussi, finalement le plus dur, c'est pas la façon dont ces enfants ont été conçus, c'est le regard stigmatisant qu'on peut porter sur eux, et c'est ça qui les fait souffrir. Je suis moi-même issue d'une famille très catholique, je dirais a priori très opposée à la façon dont j'ai fait ma fille, et pourtant j'ai reçu une véritable bienveillance. Je me souviens quand j'ai annoncé à ma grand-mère que j'étais enceinte, pour vous dire que je n'étais pas tout à fait à l'aise. Elle m'a évidemment demandé qui était le père. Je lui ai dit, je lui ai expliqué donc, ma démarche. Et elle a eu un petit moment de réflexion. Et puis elle m'a dit, j'aurais fait pareil. Et ça, finalement, c'est quelque chose que je rencontre assez souvent. Et cette bienveillance, elle est vraiment importante pour nous. Alors, on a créé une association donc, avec plusieurs mamans solo et futures mamans solo. Donc, notre but, c'est de nous permettre en effet de nous rencontrer, puisqu'on a besoin d'échanger sur ces sujets-là. On milite évidemment pour l'ouverture de la PMA pour toutes, et là ça passe par des auditions à l'Assemblée nationale, au Comité consultatif national d'éthique, au Conseil d'État. Mais notre souhait le plus fort, c'est de légitimer nos familles. Et on se rend compte que finalement nos familles, elles existent déjà, que ce soit les enfants issus de femmes seules ou de couples de femmes homosexuelles ou de GPA, comme tu disais Dominique, ces familles existent et finalement dans leur quotidien, elles sont très très bien acceptées. Et on peut dire aussi qu'elles n'ont pas changé la société, puisque ça parfois ça fait partie aussi des craintes de dire oui mais on va arriver à une société sans père. Mais aujourd'hui, ces enfants existent déjà et on ne réclame pas du tout une société sans père. De toutes les femmes que je connais qui ont fait la même démarche que moi, il n'y a pas de rejet du père. C'est juste une situation de vie qui fait qu'à un moment, on a dû prendre une décision. On n'est pas égaux par rapport aux hommes. Nous, à un certain âge, ça s'arrête. Donc si on veut un enfant, il faut prendre des décisions. Il y a juste un petit point que je voulais aborder rapidement. Je ne peux pas évidemment aborder tout aujourd'hui. C'est le don d'ovocytes. Je ne sais pas si vous le savez, parce que finalement très peu le savent, que le double don est interdit en France. C'est-à-dire que si un couple a un problème de fertilité avec le papa et que donc il doit recourir à un don de sperme, si la femme a également des problèmes de fertilité, elle ne peut pas faire un don d'ovocytes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un double don, donc avec don de gamètes des deux côtés. À l'époque, quand cette décision avait été prise, c'était de dire il y a des embryons qu'on appelle surnuméraires, c'est-à-dire qui ont été faits par un autre couple, qui ne sont pas utilisés, et mieux vaut les utiliser plutôt que de faire un double don. Alors, nous, les femmes seules et les couples de femmes homosexuelles, on est forcément particulièrement concernés par cette interdiction, puisque à partir du moment où, par principe, nous devons recourir à un don de sperme, ça veut dire que si nous avons un problème de fertilité, nous ne pouvons du coup pas accéder à la PMA.
Or, si l'adoption d'un don d'embryon, et je parle volontairement d'adoption, est tout à fait louable et valable, bien sûr, c'est quelque chose qui est quand même très très différent. On parle dans ces cas-là, en fait, c'est un projet parental qui a existé, qui a fait que cet embryon a été créé, et du coup, on va adopter l'embryon qui est issu d'un autre projet parental. Et ce n'est pas du tout la même chose que d'avoir un don d'ovocytes, un don de sperme, et de créer un embryon et donc un enfant qui est issu de notre projet parental. Et donc ça me semble être important d'ouvrir ce double don, ce qui a d'ailleurs été préconisé dans le rapport de M. Touraine. Mais voilà, je voulais en toucher un mot. Et une des mamans solo, donc, qui est cofondatrice de l'association, a recouru à ce double don. Et ce qu'elle explique, c'est que finalement, ça a été très facile de passer ce cap-là, puisque le cap qui avait été difficile pour elle, c'était de se dire, est-ce que je peux priver mon enfant d'un père? Car oui, on se l'est toutes posé cette question-là. Et qu'une fois qu'elle avait admis que oui, elle le pouvait, que ce n'était pas ça qui était important, et que la biologie, finalement, ça ne comptait pas, puisque le don d'ovocytes, elle savait qu'il y aurait une maman, elle, pour s'occuper de son enfant, et que la vraie mère, c'est bien sûr celle qui va s'occuper de l'enfant. C'est celle qui a désiré l'enfant, l'importance du projet parental, et moi je pense qu'il faut qu'on pense projet parental aujourd'hui, et celle qui va s'en occuper. Et quand je lui disais, mais comment vous avez géré, parce que je trouve qu'on parle toujours de la ressemblance avec les enfants, je ne sais pas si vous avez remarqué, même moi qui aujourd'hui suis sensibilisée, à chaque fois que je le fais, je me dis, mais je suis ridicule, c'est-à-dire quand on voit un enfant, un bébé qui vient de naître, on dit, ah là, il te ressemble, ah, qui ressemble. Bon, forcément, c'est difficile pour quand il y a eu des dons d'ovocytes ou des dons de sperme. Et elle me disait, mais quand elle était plus grande, sa fille lui disait, mais est-ce que j'ai tes yeux, maman? Et elle lui répondait, tu n'as pas mes yeux, mais tu as mon regard. Et ça, je trouve ça mais très, très beau, puisque finalement, c'est ça, et c'est ça qui montre ce qu'est une maman. C'est peut-être pas ses yeux, mais son regard, sa façon de voir la vie et sa façon d'appréhender le monde. Merci. J'ai discuté avec nos collègues belges qui donc, ont beaucoup de patientes qui viennent surtout de France aussi pour faire cette démarche. Et finalement, sur le nombre de patientes qui font leur demande, belges d'ailleurs aussi, hein, pas uniquement qui viennent de l'extérieur, ils ont quand même un passage obligé avec une discussion avec le psychologue pour justement essayer de savoir dans quel contexte cet enfant va naître. Dans cette association, vous avez aussi, vous devez rencontrer aussi des demandes qui peuvent vous paraître peut-être difficiles à suivre. Alors, moi, non, je n'en ai pas rencontré. De toutes les femmes, alors on a une association et on est aussi sur plusieurs forums, puisqu'on a beaucoup de réseaux sociaux sur lesquels les mamans célibataires, du coup, échangent entre elles. Nous, très, très souvent, on voit les femmes qui ont elles-mêmes, comme je l'ai fait moi-même, suivi, en fait, sont allées voir d'elles-mêmes un psychologue en amont de la démarche, en fait, avant de le faire. Du coup, moi, de mon expérience, en tout cas, je n'ai pas rencontré ce genre de cas, mais je sais qu'en effet, en Belgique, il y a certaines femmes qui, du coup, n'ont pas accès, en fait, pour qui c'est refusé. Mais voilà, moi, c'est pas quelque chose que j'ai rencontré. Et pourtant, sur les forums, on parle de centaines de femmes qui font la démarche. Je vais donc laisser la parole à Arthur et Audrey, qui, eux, sont des enfants issus de dons de sperme et qui se sont battus pour essayer d'avoir accès aux origines. Et je pense, d'après, effectivement, ce que Jean-Louis Touraine nous a dit lundi, que ça sera probablement ouvert et qu'à partir de 2020, la ministre de la Santé a promis que tout donneur pourra être retrouvé à la majorité de l'enfant. Merci, cher professeur Nizan, pour votre invitation à ce forum auquel nous sommes toujours très heureux de participer. Donc nous appartenons effectivement à la première génération des personnes conçues par don de gamètes, puisqu'on a presque 40 ans. Arthur a toujours su comment il avait été conçu, il a toujours su qu'un tiers donneur était intervenu dans sa conception. Moi, je l'ai appris beaucoup plus tardivement, puisque mes parents me l'ont dit quand j'avais 29 ans. Mais on a le même besoin de connaître nos origines, et effectivement, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on milite pour la reconnaissance d'un droit d'accès aux origines, pour l'instant sans succès, mais on met beaucoup d'espoir dans la future révision des lois de bioéthique. Donc Audrey est la première personne conçue grâce à un don de gamètes à avoir saisi la justice française de la question du droit à la connaissance des origines. Son affaire sera très prochainement tranchée par la Cour européenne des droits de l'homme.
L'association Origine que nous avons fondée donc, milite pour la procréation médicalement assistée. C'est une technique à laquelle on est favorable. Très clairement, je le dis parce qu'on a été par moments récupéré par des personnes qui étaient défavorables à la procréation médicalement assistée et qui utilisaient notre combat de demande d'accès aux origines à des fins autres, c'est-à-dire plutôt pour l'interdiction de la procréation médicalement assistée, en disant « Regardez, ces enfants sont issus de la PMA, ils en souffrent, donc finalement la PMA, il ne faut surtout pas l'étendre et il faut même l'interdire, y compris aux couples hétérosexuels. » Nous sommes favorables à la PMA, mais nous sommes pour ces axes d'amélioration, c'est-à-dire pour la reconnaissance du droit d'accès aux origines. Nous avons participé à la révision des lois de bioéthique de 2011 et 7 ans plus tard, le contexte a complètement changé. Au cours de l'hiver 2017, Arthur a eu la chance de retrouver son géniteur grâce à un test ADN. C'est-à-dire qu'en fait, il a eu les résultats du test ADN, il a mené une petite enquête parce qu'il partageait de l'ADN avec une cousine éloignée, et il a retrouvé son géniteur qui vivait à 1 heure de chez nous. En fait, on a été très surpris parce que Arthur a pris contact avec cette personne et en fait, il était ravi d'avoir été retrouvé, même si de lui-même, il n'aurait peut-être pas fait la démarche de prendre contact et de rechercher Arthur. Et depuis Arthur, en fait, plein d'autres personnes ont retrouvé leur géniteur. Ce n'est pas mon cas, malheureusement, pour l'instant. Et oui, les tests ADN par l'irruption de la vérité reproductive qu'ils génèrent ont complètement changé la donne. Voilà, si on devait paraphraser Gisèle Halimi, on pourrait dire que l'ère d'un monde fini commence, ou plutôt a commencé grâce au test ADN. Nous sommes favorables à la GPA éthique, nous sommes favorables à la PMA pour toutes les femmes, y compris pour les femmes célibataires. Et si l'accès aux origines était reconnu dans la future loi, nous aurions simplement le sentiment qu'un retard de près de 50 ans a été rattrapé. En France, nous disposons de règles éthiques pour les dons d'éléments ou de produits du corps humain, l'anonymat, la gratuité et la non-marchandisation du corps. Nous ne souhaitons pas du tout les remettre en cause. On est parfaitement favorable au maintien du principe d'anonymat entre le donneur et le receveur au moment du recours au don. On demande simplement que l'enfant, à sa majorité, puisse connaître l'identité du donneur. Parce que oui, le donneur fait partie de notre vie, de notre univers mental, et il est aussi constitutif du début de notre vie. Toutes les instances qui ont été saisies préalablement à la révision de la bioéthique se sont prononcées en faveur d'une évolution de la loi. C'est le cas du Conseil d'État, c'est le cas du Comité consultatif national d'éthique, c'est le cas du Défenseur des droits, c'est le cas de la Commission consultative nationale des droits de l'homme, c'est le cas de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques et très récemment de la mission d'information parlementaire dont le rapporteur était M. Jean-Luc Touraine. Tous recommandent une évolution de la loi pour l'avenir et effectivement, ça va dans le sens de ce qu'a annoncé Madame la ministre Agnès Buzyn. Maintenant que les tests ADN existent et m'ont permis de retrouver l'identité de mon donneur en 12 heures, on ne peut plus leur garantir l'anonymat. Nous devons absolument changer la règle et par respect pour les donneurs, n'accepter à l'avenir que ceux qui sont prêts à être identifiés 18 ans plus tard. On maintiendrait donc l'anonymat au moment du don, mais tous les donneurs s'engageraient ab initio à se faire connaître 18 ans plus tard. Donc c'est ce que vous disiez, Madame la Ministre a annoncé que tout enfant qui naîtrait d'un don de gamètes à partir de 2020 pourra connaître l'identité du donneur en 2038, c'est-à-dire à sa majorité. Tous les exemples étrangers démontrent qu'une telle réforme entraîne une modification du profil des donneurs. Leur nombre reste constant et se révèle même être en hausse dans la plupart des pays. Vous trouverez des chiffres concernant la Suède, l'Australie, le Royaume-Uni et la Finlande dans la plaquette de l'association Origine qui se trouve à l'entrée de cette salle. Il y a déjà des règles dérogatoires de filiation qui protègent les donneurs contre des demandes d'héritage, par exemple, ou de pension alimentaire, puisque en droit, depuis 1994, il est prévu que le donneur ne pourra jamais être reconnu comme étant le parent de l'enfant. Et ces règles doivent absolument être maintenues. Aujourd'hui, il y a un appariement qui est réalisé entre le groupe sanguin du parent stérile et celui du donneur. C'est-à-dire qu'on choisit le même groupe sanguin pour laisser l'enfant dans l'ignorance de son mode de conception. Alors qu'il n'y a aucun bénéfice médical à faire cela. Il faut absolument arrêter de faire jouer à la médecine un rôle qui n'est pas le sien, celui de fabricant de secrets, voire de mensonges.
Nous recommandons donc la suppression de l'appariement du groupe sanguin. Pour encourager la fin du secret, nous demandons également une autre disposition. Aujourd'hui, tout couple qui a recours à une procréation médicalement assistée doit y consentir devant un juge ou un notaire dans des conditions garantissant le secret, et ce consentement écrit est ensuite remis au couple et à lui seul. Et ce document, en fait, est conservé à leur domicile et l'administration n'en a pas du tout connaissance. Nous proposons que ce document, qui existe déjà et qui est d'ores et déjà réalisé, soit transmis à l'officier d'état civil en mairie pour qu'il soit annexé à l'acte intégral de l'enfant et que seul l'enfant ait accès à ce document, ce qui permettrait à l'enfant de savoir qu'il a été issu d'une PMA avec tiers donneur. Parce que moi, lorsque j'ai demandé mon acte intégral de naissance pour ma prestation de serment d'avocat, j'ai vu que j'étais la fille de ma mère et de mon père stérile, mais il n'y avait aucune mention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune possibilité de savoir qu'un enfant est issu comme ça. Et ce n'est pas une honte, au contraire. Moi, je suis très fière d'avoir été issue d'une procréation avec tiers donneur. Donc, pourquoi ne pas l'inscrire quelque part? Après tout, ça s'est passé, c'est ainsi. Et le médecin non plus, sinon, n'a pas accès à cette information, puisqu'il ne sait pas que son patient est issu d'un tiers donneur. Donc pourquoi ne pas l'annexer à l'acte intégral de naissance auquel seul l'intéressé a accès? Pour les 70 000 personnes déjà nées de dons, nous préconisons la création d'une plateforme informatique d'échange anonyme entre le donneur et la personne issue de son don. Ce qui permettrait au donneur et à l'enfant, à compter de sa majorité ou avant avec l'accord de ses parents, de faire connaissance en douceur et de s'inscrire donc sur cette base de données, sur la base du volontariat, et de décider ensuite peut-être de lever leur anonymat s'ils le souhaitent. C'est ça, c'est-à-dire que le donneur qui le souhaite et le jeune adulte qui en ressent le besoin pourraient prendre le temps de faire connaissance et de décider de lever ou non leur anonymat respectif. Cette plateforme informatique serait gérée par un comité pluridisciplinaire qui serait soit créé ab initio, soit par extension du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, qui s'occupe déjà des personnes nées sous X et des pupilles de l'État. Et ce comité pourrait organiser des médiations si le donneur et la personne issue du don souhaitent se rencontrer dans ce cadre. Il pourrait organiser des médiations et il pourrait aussi transmettre les informations génétiques, puisqu'aujourd'hui le Code de la santé publique prévoit qu'il doit y avoir une transmission des informations génétiques, mais rien n'est vraiment organisé. Donc ce comité pluridisciplinaire pourrait remplir ce rôle. Cette solution ménage un juste équilibre entre le droit de l'enfant à connaître ses origines et le droit des parents et du donneur au respect de leur vie privée. Cette idée de plateforme informatique d'échange anonyme est soutenue par d'éminentes personnalités, dont notre cher professeur Israël Nizan. Elle va dans le même sens que la fiche de données non identifiantes qui est proposée par la Fédération française des sécos, c'est-à-dire les banques de sperme et d'ovocytes, mais elle a l'immense avantage de ne pas être figée dans le temps et du coup de permettre une actualisation des données. Et elle permet également en plus de faire du cas par cas, c'est-à-dire que le donneur et l'enfant échangent ce qu'ils souhaitent. C'est-à-dire que l'enfant pose les questions qu'il souhaite et le donneur y répond ou pas, mais finalement c'est comme dans la vraie vie. En effet, l'enfant issu d'un don de gamètes est actuellement privé de la connaissance des antécédents médicaux de son géniteur et il n'y a aucun suivi des donneurs depuis leur don. Or, Gérard, par exemple, le donneur d'Arthur, s'est découvert atteint d'une mutation génétique sur les protéines C et S qui entraînent des risques de thrombose, d'embolie pulmonaire, etc. Mais cette maladie, cette mutation génétique n'a été diagnostiquée que lorsqu'il avait 65 ans. Donc cette information ne figure pas dans le dossier qui est conservé à la banque de sperme. C'est pourquoi nous proposons que l'on recontacte les anciens donneurs pour actualiser leur dossier médical. La proposition numéro 28 du rapport de la mission d'information relative à la bioéthique va dans ce sens. À cette occasion, il leur serait proposé de s'inscrire sur cette plateforme d'échange numérique anonyme. Cette plateforme numérique d'échange anonyme pourrait être étendue à d'autres situations de recherche des origines, comme par exemple les personnes nées sous X. Et Arthur va vous parler de l'une d'entre elles. Oui, parce qu'en fait, en retrouvant mes origines, je découvre que mon grand-père biologique était pupille de l'État. Ce qui, du point de vue psychogénéalogique, est particulièrement intéressant. Ceci explique en partie pourquoi nous sommes partenaires des Nés sous X,
Permettez-moi donc de vous livrer un témoignage. Jean est né sous X et il a l'âge de mes parents. Voici ce qu'il dit. « Je recherche mes origines depuis 25 ans. J'ai été adopté par des parents aimants qui m'ont élevé avec beaucoup d'amour. Je cherche à connaître mon histoire, à connaître mes antécédents médicaux et à répondre à la question « À qui dois-je d'être né ?» L'accouchement sous X est une violence pour l'enfant qui est privé de ses origines dès sa naissance. En France, 600 enfants naissent chaque année et l'administration organise l'abandon de nos origines. Comment se construire si nous ne savons pas d'où l'on vient ? L'accouchement sous X est un deuxième abandon, administratif cette fois, et une souffrance pour l'enfant comme pour la mère. À l'ère de la traçabilité et de la connaissance, les nés sous X subissent un obscurantisme à marche forcée. La France ne respecte toujours pas la Convention internationale des droits de l'enfant qu'elle a ratifiée le 2 juillet 1990, dont l'article 7 stipule notamment que l'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents. Les abandonnés des origines sont discriminés par leurs conditions de naissance, sont traités comme des sous-citoyens de la République car ils ne sont pas égaux en droit, et pourtant notre pays est celui des droits de l'homme. Notre législation sur l'accouchement sous X est une exception française. Elle doit évoluer vers un accouchement dans la discrétion